Le Venezuela est en deuil. Hugo Chavez est décédé hier. Le cancer a emporté le président vénézuélien à l'âge de 58 ans. Ses funérailles auront lieu après-demain, vendredi. Et on va parler de grossesse en milieu scolaire dans cette édition. À Boaké, 88 cas de grossesse ont été enregistrés. En Guinée, la tension est vive depuis une semaine. À Conakry, 8 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés dans diverses violences impliquant les forces de l'ordre à des opposants. En cause, la préparation des élections législatives prévues le 12 mai prochain. Bonjour à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Le Venezuela pleure. Hugo Chavez est décédé hier. Le cancer a emporté le président vénézuélien à l'âge de 58 ans. Après 4 opérations, le cancer contre lequel il a lutté pendant des mois a finalement eu raison de lui. Ses funérailles auront lieu après-demain et le pays sera en deuil pendant 7 jours. Le gouvernement vénézuélien confirme la tenue d'élections d'ici 30 jours. Le vice-président Nicolás Maduro assure l'intérim jusqu'à ces élections. Candidat, il pourrait être affronté à l'opposant historique Enrique Capriles Radonski. On revient en Côte d'Ivoire, direction Gagnoa, où le président de la République, Alassane Ouattara, après l'inauguration de l'hôpital général, s'est entretenu avec les cadres, les chefs traditionnels et une délégation de la communauté Yakoubasila. Le chef de l'État a reçu les remerciements des différentes délégations pour la livraison de l'hôpital général de Gagnoa qui vient ici renforcer le dispositif sanitaire de la région du Go. Reportage à Gagnoa, à Ouattouré. Alassane Ouattara a mis à profit sa visite de travail à Gagnoa, la capitale du Go, pour échanger avec les chefs de village et les cadres de la région. Pour cette première visite du chef de l'État à Gagnoa depuis son accession à la magistrature suprême, les chefs du Go, par la voix de leur président, Bizier Lambert, ont remercié le président Alassane Ouattara pour sa présence à la cérémonie d'inauguration de l'hôpital général de Gagnoa. Nous lui avons dit également merci pour le joyeux hôpital qu'il nous a offert, qui est d'un plateau technique des plus élevés de la sous-région. Nous lui avons dit pour cela merci. Il a déjà répondu à notre préoccupation, celle qui consiste à venir effectuer une visite d'État à Gagnoa. Mais pour l'heure, nous avons fait de lui le grand chef du département de Gagnoa avec les attributs que nous lui avons remis. Mais comme don, nous lui avons offert un bélier plus un sac de riz, sachant que Madame la Première Dame n'est pas du voyage, qu'arrivée, elle va faire une belle sauce pour lui. Les cadres de Gagnoa, toutes tendances confondues, se sont félicités de la visite du président de la République. Ils ont souhaité que le chef de l'État vienne plus souvent à Gagnoa, ce qui pour eux serait profitable à toute la région. Nous avions transmis nos remerciements parce qu'il a décidé d'organiser une visite d'État à Gagnoa. Nous lui avons dit merci et nous lui avons demandé de considérer Gagnoa comme toute ville de Côte d'Ivoire et que tous les cadres, quelles que soient les obédiences politiques, nous étions disponibles pour l'aider dans sa tâche. Je suis un diplomate, un ambassadeur en fonction. Donc le président ne peut pas venir chez moi et puis je vais être absent. Donc c'est un devoir que je suis venu accomplir. On souhaiterait qu'il vienne souvent pour que la ville puisse bénéficier de l'arrivée du président de la République. La visite du président, c'est le signe que le président aime le peuple de Gagnoa. Il aurait pu envoyer un ministre ou son premier ministre, mais il a tenu à venir lui-même pour faire cette inauguration. C'est un signal fort. Et le peuple de Gagnoa, en venant massivement à cette manifestation, veut lui montrer également que le peuple est attaché au président pour ce qu'il va faire. C'est un symbole, cette visite. Visite de travail bien sûr, mais qui va au-delà de toute espérance. Nous sommes heureux de recevoir ce plateau d'hôpital là, qui va essayer d'aider toute la région. Vous avez vu vous-même l'enthousiasme des populations à l'accueil et nous pensons que l'État est une continuité. Donc nous attendons encore plus du président Alassane Ouattara, parce que Gagnoa est quand même dans un besoin énorme. Ce que je voudrais souligner
en particulier, c'est que j'ai vu tous les BT sortir. Les chefs de village sont là, les chefs de terre sont là, les chefs de famille sont sortis. Et puis vous savez, quand quelqu'un n'est pas content, disait Foué-Boigny, on peut forcer quelqu'un à pleurer, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à rire. S'il n'est pas content, il n'est pas content, il ne va pas rire. Mais disez un peu sur le visage de tous ceux qui sont venus. C'est la joie totale. Je suis très heureuse pour cette visite qu'a rendue le président de la République aux populations de Gagnoa. Ça ne fait que consolider la réconciliation. Je pense qu'avec sa venue, on ira de l'avant. Aujourd'hui, avec les équipements de pointe, nous pensons que les gens de San Pedro, Man et tous ceux qui sont à l'ouest, au sud-ouest, vont venir à Gagnoa ici. Ce qui, évidemment, sera un plus pour Gagnoa et son développement. C'est un acte majeur que le président de la République vient de poser à Gagnoa. Parce que la santé est au début de tout. Donc j'imagine et je crois bien dire que toute la population de Gagnoa est heureuse. Et vous avez vu la mobilisation qui a entouré cet événement. Nous sommes très contents et nous souhaitons que le président revienne. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est par ailleurs entretenu avec la communauté Yacouba Sylla de Gagnoa. On ne peut pas ne pas être très heureux pour la cité du Go, pour la cité du fromager et pour la communauté Yacouba Sylla, parce que le docteur Alassane Dramane Ouattara, pour la première fois, président de la République, foule le sol de la région du Go. Et à notre sens, c'est une visite à la famille Yacouba Sylla. Nous sommes très heureux et nous ne pouvons pas dissimuler notre grande satisfaction, surtout en nous offrant cet hôpital avec toutes les spécialités en médecine. En bref, aujourd'hui se tient au palais présidentiel le conseil hebdomadaire des ministres, conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Et ce soir, le compte-rendu complet de nos reporters dans nos différentes éditions. Le délai expire aujourd'hui à 17h précisément. C'est la fin du dépôt des dossiers de candidature en vue des municipales et des régionales. À la commission électorale indépendante, les candidats se bousculent pour le dépôt de leurs dossiers. Les élections couplées municipales et régionales auront lieu le 21 avril prochain. Et justement, pour le bon déroulement de ces élections régionales et municipales, la CEI a dépêché depuis le 28 février 22 commissaires sur le terrain pour procéder à une évaluation des dispositions matérielles, logistiques et sécuritaires. Diokwe, Giglo, Man et Touba, visités par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Charles Konabani y a installé des représentants de la CDVR. Leur mission, recenser les victimes, les interroger et recueillir des propositions en vue de faciliter le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Francis Boifo, reportage. Diokwe, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les habitants sont sortis divisés de la crise post-électorale. C'est pour recoller le tissu social durement éprouvé que le bureau local de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR a été installé. Refuser d'être adopté le modèle de l'incapacité des hommes et des femmes qui n'arrivent jamais à se dépasser. Instaurer le dialogue à la place de la violence. Après Diokwe, le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et sa délégation se sont rendus à Giglo et Man. Objectif, installer les comités CDVR des deux départements. Une façon de rapprocher les populations de l'institution. Dans le temps, il fallait se déplacer. Maintenant, ceux-là sont avec nous. Donc tout le temps, on a l'occasion d'aller nous exprimer, dire ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu. Et puis eux, à leur tour, vont transmettre à leur hiérarchie. À Touba et Boiflé également, les représentants de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation ont reçu leur feuille de route. Ils sont chargés, tout comme ceux de Diokwe, Giglo, Man et Touba, d'emmener les populations à s'approprier le processus de réconciliation nationale en s'appuyant sur la démarche de la CDVR. Elle consiste à rechercher la vérité et situer les responsabilités sur les événements sociopolitiques passés.
Et on reste à l'intérieur du pays, à Boaké, toujours dans la région de Gbeke, pour parler du rôle des populations dans le processus de réconciliation. 25 leaders ont été formés. Regardez. La population ivoirienne entend soutenir les actions de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, sur le terrain. Pour ce faire, des séminaires de réflexion sur l'implication de tous dans la réussite du processus de réconciliation sont organisés. Après Maé Gagnoa, c'est Boaké qui vient d'abriter une rencontre d'échange. 25 participants issus de toutes les couches sociales ont pris part à ces travaux. La réconciliation, c'est une bataille parce qu'il ne peut avoir de développement sans réconciliation. Il ne suffit pas de faire les différents séminaires. Il suffit que ces séminaires, les résultats en sortie soient capitalisés. De faire des diagnostics de tous les conflits au niveau de la région de Boaké, mais c'est de faire aussi des recommandations à l'endroit des autorités. Initié par le National Democratic Institute, ce séminaire vise à identifier les obstacles et besoins de la réconciliation propre à chaque région et faire des recommandations concrètes aux dirigeants nationaux afin de faire avancer le processus de réconciliation. Créée en septembre 2011, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, a pour objectif d'impulser le dialogue entre les Ivoiriens. Travailler à la recherche de la vérité et de la justice relativement aux événements douloureux vécus par le pays pour aboutir à une réconciliation vraie. Et le reportage de Soro Corona était commenté par Kwadio Kwame Jean de Dieu. L'objectif est d'attirer les investisseurs en Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de la Poste et des technologies de l'information et de la communication était en mission en France. Il s'est entretenu avec les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Les opportunités d'affaires et d'investissement dans le domaine des TIC ont été présentées aux hommes d'affaires français. Lassina Ouattara, récit. Bruno Koné a exposé sur les ambitions de créer une économie numérique en Côte d'Ivoire. Le nouveau cadre réglementaire en matière de télécommunications, le dynamisme du marché ivoirien des TIC, les nouveaux services comme la 3G et la lutte contre la cybercriminalité ont été les points essentiels des échanges. Nous venons de faire adopter en conseil de gouvernement une loi sur la cybercriminalité. Nous venons de faire prendre une loi sur le commerce électronique et une loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc tout cela va permettre justement d'intensifier la lutte contre la cybercriminalité. Le ministre a par ailleurs indiqué la volonté des autorités ivoiriennes de rattraper le retard dans le domaine des TIC avec la relance de la zone franche du village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib de Grand Bassam. Chose qui selon lui va favoriser le transfert de technologies. Très impressionnés par les atouts de la Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires français ont manifesté l'intérêt d'accompagner la politique de développement des TIC. C'est un bureau qu'ils ont improvisé au sous-sol du ministère de la Construction dans la commune du Plateau. Et dans ce lieu, loin de tout regard, ces individus qui viennent d'être appréhendés par la police produisaient de faux documents, notamment des attestations d'identité et des titres fonciers. Le témoignage est signé Lassina Ouattara. Voici deux lettres d'attribution produites par les suspects appréhendés. En tête parfaite, armoirie en filigrane avec cachet et signature. À vue d'œil, rien d'anormal, sauf que depuis quelque temps, le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire a instauré un système sécurisé de production de documents pour combattre les fraudeurs. Un vrai document d'attribution de lot comporte 2 stickers impossibles à reproduire par un individu. Pour comprendre l'histoire de cette saisie de faux documents, il faut remonter au 7 novembre dernier, quand M. Mourad introduit un dossier pour une attribution de lot dans la commune de Cocody. Il paye la somme de 5 000 francs et on lui remet un coupon où se trouve un compte et un mot de passe pour suivre à partir d'Internet l'évolution de son dossier qui doit être traité, selon le ministère, en 44 jours. Constatant après 3 semaines qu'il n'y a pas d'évolution, il se rend de nouveau au ministère. Là, M. Mourad est approché par un homme qui dit travailler au sein du ministère et capable de traiter avec célérité le dossier. Il exige la somme de 150 000 francs qui lui sera aussitôt versée. Quelques jours après, il produit le précieux document et rassure même qu'il sera publié au journal officiel. Satisfait, M. Mourad introduit une demande de permis de construire avec le dit document à l'antenne du ministère dans la commune de Cocody. Après 3 semaines, il est convoqué par les responsables de l'antenne de Cocody pour quelques explications qui se terminent au ministère. Là-bas, on lui indique que la lettre d'attribution est une fausse. M. Mourad, surpris, indique pourtant qu'elle a été produite par un agent du ministère ayant ce bureau dans l'immeuble au sous-sol.
Un agent de police détaché au ministère, chargé du contrôle, décide de voir de plus près cette affaire. Les premiers suspects ont été conduits après les formalités à la police pour des auditions. La journée internationale de la femme sera célébrée après-demain, vendredi 8 mars. En attendant l'événement, la rédaction de RTI1 vous propose une série de reportages. Aujourd'hui, un clin d'œil est fait à ces femmes au foyer, ces femmes qui ont décidé de s'occuper de leur famille à plein temps. Voyons cela avec Alexis Ouedraogo. Un choix qu'elle assume avec le sourire. À 28 ans, Sandra a fait le choix d'être mère au foyer. Sa vie, elle l'a dédiée à sa famille. J'aime ça, je m'occupe de ma famille. Souvent, mes copines me disent que « Ah, Madame Gueye, tu ne vas pas déposer ton CV ici. » J'ai essayé de travailler en tout cas. J'ai essayé, puisque j'ai fait une formation d'agent de voyage, j'ai fait une formation d'assistance sociale, mais ça m'ennuie. Quand je suis là-bas, je veux bouger, je n'arrive pas. Mes enfants, comment est-ce qu'ils ont bien mangé ou bien le taxi les a bien déposés à la maison. J'aime ce que je fais, quoi. J'aime en tout cas. Un programme calé dès les premières lueurs du jour pour cette jeune maman. Le temps d'un saut à son salon de coiffure, elle donne des consignes à ses employés. Sandra retrouve sa cuisine avant que rentrent les enfants. Les midis, elle les passe en général seule avec eux. Après le repas des midis, on est assis là, on regarde un peu la télévision, on traîne un peu. À 13h30, ils vont s'apprêter. Et puis à 14h, je les accompagne à l'école. Après les cours le soir, c'est encore elle qui fait avec ses petits les exercices de classe. Écris bien ton zéro là. Hein. Mes enfants n'ont pas de maître de maison. Donc c'est moi-même qui étudie avec eux. Je leur fais faire leurs exercices, les petits trucs. Et là, Sandra nous confie qu'elle a souvent recours à Internet quand son aîné lui pose petite colle. En toutes ces choses, Sandra demeure femme. Elle n'oublie pas de se consacrer du temps pour plaire à son époux. Avec mon mari, même souvent on va dans les nightclubs, souvent on va à la plage. On sort souvent ensemble. Même si beaucoup de ses amis voient d'un mauvais œil ce choix, Sandra fait des émules. Et ce emploi de mère au foyer, Sandra Gueye ne voudrait l'abandonner pour rien au monde. Et la rédaction de RTI1 vous donne rendez-vous ce soir dans l'édition de 20h pour un autre reportage sur la femme. En attendant, intéressons-nous aux grossesses en milieu scolaire, une situation qui touche de plus en plus de filles, notamment les filles du premier cycle des lycées et collèges. À Boaké, par exemple, 88 cas de grossesse ont été enregistrés par la direction régionale de l'enseignement national. Le reportage de Ouattara Amadou Walter est commenté par Kouadou Kwame Jean des Dieux. La lutte pour la scolarisation de la petite fille vaut la peine d'être menée. L'éducation étant un droit pour tous. Cependant, suivre la petite fille tout le long de son cursus scolaire est une équation difficile à résoudre à cause des pièges à éviter, dont les grossesses. Quand les garçons m'abordent, je me dis qu'il y a un temps pour ça. Actuellement, ici à l'école, je pense aussi à mes soucis et puis les soucis de la famille. Donc, je me dis que je dois aller loin pour pouvoir m'occuper de mes parents. Donc, ça aussi, ça vient au second plan. À Boaké, le phénomène des grossesses en milieu scolaire constitue une réelle inquiétude et les chiffres l'attestent. Cette année déjà, il faut dire que nous avons malheureusement constaté 6 cas, dont 4 en classe de 6e, 4e, 5e, 4e. Les deux directions régionales de Boaké totalisent 88 cas de grossesse au premier trimestre seulement. Des grossesses qui pourraient compromettre la vie de ses futures mères. J'ai 16 ans, 6e, 4. Ma grossesse ne joue pas sur mon école. La plupart des filles enceintes viennent du premier cycle. Elles sont vraiment innocentes, naïves, des chauffeurs de taxi moto, des tauliers, des mécaniciens qui sont les auteurs. Les nombreuses campagnes sur les méthodes contraceptives n'ont donc pas porté fruit. Nous faisons en sorte que le garçon et la fille aient les mêmes informations pour qu'ils puissent se protéger. Parce que nous avons des grossesses à risque et dans le temps qui court, ce n'est pas facile. Nous faisons la sensibilisation pour que vraiment elles se consacrent dans un premier temps à leurs études. Beaucoup de parents démissionnent par rapport aux problèmes sociaux, c'est vrai, mais ils se disent que quand ils mettent l'enfant à l'école, surtout la jeune fille, il faut la suivre de près, il faut l'encadrer, il faut lui donner des conseils. Et nous, à l'école, nous faisons la suite de cette activité de conseil, d'éducation. Les grossesses en milieu scolaire sont favorisées par
le partage de l'environnement d'études, la promiscuité à domicile. Il faut également noter la pauvreté, l'envie de paraître, l'influence du milieu social. L'ouverture des internats et les sensibilisations renforcées ne seront-elles pas nécessaires à la réduction du taux de grossesse en milieu scolaire? Surtout que ces filles enceintes sont en début de cycle secondaire. Il se nomme Souleymane Ouattara. Il vit à Boisflé, au quartier Agbanou. Il a 70 ans et il souffre de la lèpre. Cette maladie invalidante a empêché cet homme d'accomplir ses rêves. Eh bien, à l'occasion de la journée mondiale de la lèpre célébrée le week-end dernier, notre reporter Teresa Peyoboué l'a rencontré. Souleymane Ouattara, malade de la lèpre. Il vit aujourd'hui à Boisflé, dans le quartier Agbanou. C'est en 1978 que sa maladie est découverte. C'était des injections qu'on leur faisait. Et il a fait ça pendant un certain temps. Et après cela, il est parti à Raoul Folero. Et c'est là-bas qu'on l'a pris en charge. Malgré les soins reçus, la maladie le rend presque aveugle et provoque la mutilation de ses doigts. C'est donc la fin des projets de cet homme. Qu'en 1978, lui-même il avait son commerce. Et d'ailleurs, même cette maison qui est là, c'est lui-même qui a construit au moment où il avait un peu de moyens. Et quand la maladie est venue, bon, il avait commencé celle qui est derrière vous. Voilà. Et c'est quand la maladie s'est aggravée qu'il ne pouvait plus rien faire. Face à ces difficultés, Souleymane Ouattara est obligé de mendier ou solliciter souvent son médecin traitant pour faire face à ses besoins. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale des lépreux, Souleymane s'est dit heureux, car c'est un moment où l'on se souvient d'eux. Mais cette journée est-elle suffisante pour donner du sourire et faire oublier à Souleymane et à tous les autres malades de la lèpre les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Et c'est pour venir à bout de cette maladie que les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation, d'encourager les populations à fréquenter les hôpitaux, mais surtout à exprimer leur solidarité aux malades de la lèpre. Je vous conduis à Zopé, à Aboissou, à Dimokro et à Yamsokro, où la journée de la lèpre a été célébrée. Sous-préfecture d'Ayamé, département d'Aboissou, région du Sud Comoé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est ici que le district sanitaire d'Aboissou a célébré la 60e journée mondiale de la lèpre. Une occasion pour les populations et les agents de santé de manifester leur attention aux malades. Riz, huile, savon, seau, natte et de l'argent constituent le kit remis aux lépreux. Il s'agit pour les bien portants de contribuer à rendre heureux les malades de la lèpre au sens du vagabond de la lutte contre cette maladie, Raoul Folero, pour qui nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Sur les conditions pour guérir la lèpre, le directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida a avancé la détection précoce de la maladie. Dr Nri Antoine a donc exhorté les populations à fréquenter les centres de santé. Pour avoir consacré 25 ans de sa vie à la lutte contre la lèpre, le docteur Nanguieba s'est vu honoré à cette 60e journée mondiale de la lèpre à Aboissou. À la fondation Raoul Folero d'Azopé, 97 malades du district sanitaire ont reçu des kits. Au nombre de ceux-ci, 85 nouveaux malades, dont 74 à l'Institut Raoul Folero, admis en traitement en 2012. Au cours de cette célébration, le public a été invité à changer de comportement vis-à-vis des malades et à leur exprimer plus de compassion. Le directeur départemental de la santé a insisté sur la sensibilisation des populations afin de rompre la chaîne de contamination. Dans le département de Dimokro, c'est le village de Chrétien-Cro qui a abrité la cérémonie. Le préfet Jacobo a demandé aux malades de se faire soigner car selon lui, plusieurs malades légèrement atteints peuvent être guéris. Quant au directeur départemental de la santé, il a annoncé l'arrivée d'un infirmier spécialisé dans la prise en charge de la lèpre. Ce sont au total 24 malades qui ont reçu des kits sur un total de 43. Touché par la lèpre, le département de Toumoudi a décidé de suivre l'exemple de Raoul Folero, le vagabond de la charité, apporter amour et soutien aux 21 personnes infectées à Toumoudi.
Le maire de la commune, Simone China, compte œuvrer en partenariat avec la direction départementale de la santé pour la guérison des malades, mais surtout pour l'éradication de la lèpre dans le département de Toumoudi. On part maintenant à Paris, en France, où vient de se tenir le salon de l'agriculture. La Côte d'Ivoire était présente à ce salon et le ministère des Ressources animales et halieutiques affirme avoir tiré grand profit de cette rencontre. Des relations de coopération avec les partenaires ont été tissées. Hugues Veblé, envoyé spécial à Paris. Au Salon international de l'agriculture de Paris et au mondial des fournisseurs de l'agriculture et de l'élevage, le ministre des Ressources animales et halieutiques conduisait la délégation ivoirienne. Kobenan Kwasi Adjoumani aura passé plusieurs heures à les visiter en quête de moyens pour la modernisation en profondeur du paysage des ressources animales et halieutiques et de celui de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il faut que nous puissions aboutir aux résultats des travaux mécaniques qui vont être faits et qui vont permettre à notre agriculture de connaître vraiment son essor. C'est un objectif à court terme? C'est un objectif à court terme. Sur les sites d'exposition sont regroupés des milliers d'entreprises, des centaines de milliers de visiteurs de différents pays, des délégations étrangères par centaines, de nombreux journalistes internationaux. De ce fait, les salons qui ont à leur programme des visiteurs protocolaires et politiques sont de première importance, souligne-t-on du côté de la délégation ivoirienne. L'État n'a pas les moyens aujourd'hui de financer tous les pôles de développement. C'est de rechercher avec la coopération décentralisée, avec les régions de France, les possibilités d'acquérir en partenariat des machines servant dans notre agriculture. Mais il ne suffit pas d'acquérir, il faut aussi l'entretenir. Donc, à travers ça, ça crée de l'emploi chez nous. La formation de tous nos jeunes qui sont aujourd'hui un peu dans la recherche d'activité. Le Salon international de l'agriculture à Paris aura duré 9 jours et celui du machinisme agricole 5. De ces deux rendez-vous, la délégation ivoirienne est revenue satisfaite. En Côte d'Ivoire, l'instrumenthèque de l'INSAC a été réhabilité. L'instrumenthèque contient notamment des guitares, des pianos et des saxophones. Avec cela, les étudiants de l'École nationale de musique pourront travailler dans de meilleures conditions. Evelyne Debazegua, reportage. Cela faisait plusieurs années que les étudiants de l'Institut national supérieur des arts et actions culturelles, INSAC, n'avaient pas eu le privilège de jouer à un instrument dans une salle spécialement aménagée et confortable. Grâce à l'ambassade de Suisse qui a réhabilité l'instrumenthèque de l'INSAC, les 314 étudiants de l'école de musique et ceux du conservatoire de musique pourront travailler dans de meilleures conditions. Ça nous arrange, ça nous permettra de beaucoup bosser, de plus nous a donné encore à la pratique musicale. C'est bienvenu. Aujourd'hui, on se sent plus dans un institut qui enseigne la musique. L'instrumenthèque de l'INSAC contient des instruments européens et africains. On y trouve des guitares, des pianos, des saxophones, des violons, des batteries, des djembés ou encore tam-tam, des balafons, des koras et bien d'autres. Nous avons ici toutes les familles d'instruments parce que c'est une école de musique et nous avons l'obligation d'apprendre aux étudiants toutes sortes d'instruments. Ce sont environ 10 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par l'INSAC et l'ambassade de Suisse pour réhabiliter l'instrumenthèque de l'Institut national supérieur des arts et actions culturelles. Au dire de son directeur Tirbus Kofi, des salles de ce genre, il en faut au moins 4 pour permettre à l'Institut de fonctionner normalement. Construit dans les années 60, l'INSAC comprend 4 écoles. L'école des beaux-arts, de musique, de théâtre, de danse et de formation à l'action culturelle. L'Institut a besoin d'être entièrement rénové. Il faut au moins 30 millions de francs CFA pour réhabiliter la seule école de musique. Au Mali, c'est une autre ambiance. L'offensive militaire des forces armées françaises et tchadiennes se poursuit dans le massif des Iforas, dans le nord. Une quinzaine de terroristes ont été tués dans la nuit dernière au cours de violents combats, selon le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Parallèlement, la rébellion Touareg du Mouvement national de libération de l'Azawad a demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes qui auraient été commis par l'armée malienne.
Et en Guinée, la tension est vive. Depuis une semaine à Conakry, 8 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés dans diverses violences impliquant les forces de l'ordre à des opposants, des jeunes et des pillards. En cause, la préparation des élections législatives prévues le 12 mai prochain. L'opposition guinéenne suspecte le pouvoir de vouloir truquer le scrutin. Voilà, avant de nous dire au revoir, retenez cette information principale. Le Venezuela est en deuil. Hugo Chavez est décédé hier. Le cancer a emporté le président vénézuélien à l'âge de 58 ans. Après 4 opérations, le cancer contre lequel il a lutté pendant des mois a finalement eu raison de lui. Ses funérailles auront lieu après-demain, vendredi, et le pays sera en deuil pendant 7 jours. Le gouvernement vénézuélien confirme la tenue d'élections d'ici 30 jours. Le vice-président Nicolas Maduro assure l'intérim jusqu'à ces élections. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. Demain, 13h, retrouvez Landry Pono.